Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Dans quelques jours, le 22 octobre, cela fera 36 ans que Georges Brassens disparaissait à 60 ans tout juste. Et souvenez-vous, l'année dernière, pour les 35 ans de sa mort, Europe 1 était partenaire de l'album Brassens sur parole, un album conçu sous la houlette de Louis Chédid. Et Franck Ferrand, cet après-midi, a décidé de rendre hommage au faiseur de chansons, comme il se définissait lui-même. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Brassens se disait en effet faiseur de chansons. Cet album du 35e anniversaire, en attendant le centenaire de Brassens, qu'on célébrera dans 5 ans, cet album nous montre qu'il était aussi un auteur au sens plein du terme. Je vais vous raconter sa jeunesse dans un instant. Après quoi, vous recevrez un grand connaisseur de la chanson française, auteur de plusieurs ouvrages sur Brassens, Jean-Claude Lamy. Oui, auteur notamment d'une belle biographie chez Albin Michel qui s'appelle Le Mécréant de Dieu. Jean-Claude Lamy nous permettra d'évoquer l'art si savoureux de Brassens. Nous entendrons aussi des extraits de plusieurs interviews que le poète avait données à Europe 1 et puis quelques chansons, forcément. Bien sûr que nous allons tous chantonner et j'imagine que nous irons faire un tour du côté de Sète. Décidément, on ne peut plus rien vous cacher, chère Anissa. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Les amoureux des bancs publics, les copains d'abord, la mauvaise réputation, mourir pour des idées, l'Auvergnat, bien entendu, chère Anissa, où je me suis fait tout petit. Georges Brassens a su plaire et s'aimer dans tous les milieux, chez les ouvriers comme chez les profs de fac. À mesure que passe le temps, il apparaît comme le parangon de l'auteur-compositeur-interprète. Et quelque chose me dit qu'il restera dans la postérité sous l'appellation non de chanteur, mais peut-être plutôt de poète. Un poète des temps modernes, dans la lignée de ceux qu'il avait lus et aimés. Et nous y viendrons dans un instant. Victor Hugo, Verlaine, Paul Fort, bien sûr, et puis François Villon. Son humilité dut-elle en souffrir? Il était un des leurs. Car l'enfant de Sète ne se considérait pas lui-même comme un poète, il faut le dire. En 1967, en 67, il avait 46 ans donc, Brassens reçoit le Grand Prix de poésie de l'Académie française et il se confie à ce moment-là à Marcel Pagnol. « Je ne pense pas être un poète, dit-il. Un poète, ça vole quand même un peu plus haut que moi. » Et pourtant, que de poèmes musicaux il aura créés. Mon père, mes grands-parents, ma mère, ma sœur, tout le monde chantait dans la famille. Ça fait que depuis l'âge de 4 ou 5 ans, je m'entends chanter, disait-il. Je chantais les chansons qui étaient à la mode à cette époque-là, surtout ce que chantait ma sœur. Il était né, vous l'aurez compris, en 1921, Georges Brassens, le 22 octobre, dans l'Hérault, à Sète, dans un quartier populaire de la ville. Son père s'appelait Jean-Louis Brassens, était maçon. C'était un maçon anticlérical, tout l'inverse de la mère, Elvira d'Agrosa, qui elle était d'origine napolitaine, veuve de guerre d'un premier mariage et pratiquante, très pratiquante. Elle a eu de son premier mari une fille qui avait 9 ans quand naît Georges, Simone. Dès l'âge de 3 ans, le petit Georges va se retrouver scolarisé dans un institut catholique, à l'Institut Saint-Vincent. On peut dire que c'est un désastre. Il est toujours puni, ça se passe mal. Il passe son temps enfermé, dit-il, dans le placard à balai de la classe, comme puni, bien sûr. Et en 1933, le voilà en 6e au collège de Sète, où il est toujours un cancre auquel tout de même son prof de lettres va faire découvrir les fables de La Fontaine, mais la véritable révélation, elle viendra en 3e, quand un autre prof, beaucoup plus décontracté, va l'initier à la poésie, à Rimbaud, à Verlaine, à Baudelaire, à Mallarmé. Dans le dictionnaire amoureux de la chanson française, Bertrand Dical nous dit: avec simplicité, gourmandise, générosité, le professeur guide dans les trésors de la langue française les élèves qu'il sent ouverts à la muse. Il leur fait même écouter sur son phonographe l'invitation au voyage de Charles Baudelaire. L'enfant d'artisan plonge dans Musset et Hérédia au programme du collège, mais aussi dans Rimbaud, Apollinaire et même les surréalistes, qu'on n'étudiait pas à l'époque, j'ai besoin de vous le dire.
On était des brutes à 14-15 ans, dira Georges Brassens, et l'on s'est mis à aimer ces poètes. Je n'aimais que les chansons et même je commençais à écrire de petites fadaises. Et puis, grâce à ce prof, je me suis ouvert à quelque chose de grand. J'ai voulu devenir poète. Oui, là, le feu sacré. Et d'ailleurs, on décerne bientôt au jeune Georges le prix de dissertation, le 2e prix de récitation. Il commence à gratter la guitare après avoir joué de la batterie dans un petit groupe amateur. Écoutez-le raconter, évoquer cette époque de l'enfance et des années de jeunesse. Quand on était petit, on faisait du vélo, on allait aux alentours, on allait à Frontignan, on allait à Ballaruc, on allait à Bouzigues, on allait à Metz, on allait à Agde. Jusqu'où me portaient mes jambes, j'allais avec mon père jusqu'au Grau-du-Roi ou à Sainte-Marie-de-la-Mer, parce que mon père était un maniaque du vélo. Alors on partait le matin à 5h et on rentrait le soir à 9-10h, on était allé au Sainte-Marie-de-la-Mer en vélo. Je suis né dans un quartier qui donnait sur l'étang de Thau. Je trouvais que les couleurs de l'étang étaient plus à mon goût que la mer. Mais la mer, vous savez, c'était pas l'appel du large, des conneries comme ça. Quand on avait 10-11 ans, on nageait, on piquait des têtes, on se bousculait au bord de l'eau, on s'amusait à plonger, on se mettait des espèces de... l'ancêtre du masque, quoi, on cassait un fond de seau, et puis on y faisait mettre un verre par un grand-père quelconque ou par un oncle, avec du plâtre. Et avec ça, on regardait le fond, quoi. C'était l'ancêtre du masque qu'on s'aimait maintenant. Et puis un peu plus tard, la mer, c'était... À 15 ans, 16 ans, on allait à la plage de la Corniche parce qu'il y avait des filles qui venaient. Alors on faisait des effets de torse là devant les gonzesses. Les couleurs de l'étang étaient plus à mon goût que celles de la mer. Il faudrait pas pour autant imaginer un jeune homme éthéré, etc. C'est quand même un petit voyou, ce Georges. Son père aurait aimé qu'il devienne maçon. Sa mère le voyait déjà très bien avocat ou médecin. En fait, ça se passe assez mal. À la fin de l'année scolaire 38-39, Georges est même carrément mêlé à une affaire de vol de bijoux dans une maison bourgeoise de Sète. Nous y reviendrons tout à l'heure avec mon invité. Le coupable du vol a été retrouvé alors qu'il essayait de revendre le produit de son larcin chez un bijoutier, mais seulement il va donner ses complices à la police. Et parmi les complices figure le petit Georges, qui est exclu de son établissement avec 2 autres camarades. Et en juin 39, vous voyez, on est vraiment juste avant la Seconde Guerre mondiale, le tribunal correctionnel de Montpellier lui condamne quand même à quelques mois de prison avec sursis, sans inscription au casier judiciaire. Il n'empêche, son exclusion du lycée va empêcher Georges de passer son bac. À ce moment-là, ses parents se demandent vraiment ce qu'ils vont bien pouvoir faire de Georges, qui va bientôt quitter Sète pour Paris. Et c'est à cela peut-être, finalement, qu'aura servi ce fait divers un peu sordide, comme on en trouve dans tellement de vies de jeunes gens. C'est que ça va l'amener à quitter Sète, à aller tutoyer la capitale. Évidemment, ça laissera aussi des traces. N'oubliez pas que on jase dans certaines villes. Et certains Sétois n'oublieront pas ce vol de bijoux. Brassens, plus tard, chantera la mauvaise réputation. Sans doute faisait-il aussi allusion à cela. De toute façon, quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il ressente, il chantait encore et chantait toujours. Auprès de mon arbre de Georges Brassens à l'instant sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck, vous nous parlez du poète et plus précisément de ses jeunes années jusqu'au moment où il va commencer à devenir célèbre. Alors nous sommes pour le moment à la fin des années 30. Quelles sont les stars de la chanson française à l'époque ? Basculement des années 40. La star, si on ose employer un terme qui n'était pas en vigueur à l'époque, c'est Charles Trenet, bien entendu, qui est en train de révolutionner la chanson française avec sa voix enjouée, ce fameux swing qu'il rapporte des États-Unis, qu'il va d'ailleurs encore aiguisé après la guerre, un genre musical en plein essor. Je chante, il y a de la joie, fleurs bleues, boum, etc. Des chansons qu'on écoute à la TSF. En 1940, février 40, pendant la drôle de guerre, au moment où Georges Brassens arrive à Paris, la chanson qui est sur toutes les lèvres, c'est Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval de Charles Trenet. Donc ce côté surréaliste, si vous voulez. Mais il ne faut pas oublier les autres artistes qui à l'époque sont très populaires. Les Ray Ventura et son orchestre, Jean Sablon, Mireille, Tino Rossi, bien entendu, la star des stars, et puis les chanteurs réalistes encore, Fréhel, Bert Silva, Damia, etc., qui vont être un peu balayés par la guerre, disons-le. Il y en a une toute jeune qui est en train de faire ses débuts, c'est Édith Piaf, bien sûr. Oui. Enfin, la guerre va évidemment chambouler tout ça. Donc, Brassens a quitté Sète, il prend un train de nuit pour Paris avec un billet de 3e classe, vous imaginez, il n'a pas un sou en poche. Il se compare, d'ailleurs, c'est dans la chanson Les Ricochets, il dit « J'entrais pas au cri d'à nous de Paris, en Île-de-France,
pense que ton Rastignac n'est que Balzac de ma concurrence. C'est vrai que ça ne risquait pas grand-chose. Il arrive à la gare de Lyon. Il faut l'imaginer, un pauvre air quand même, avec sa lourde canadienne. Il va se promener dans Paris, au pont Mirabeau, bien entendu. On n'oublie quand même pas Apollinaire, et à Montparnasse, à Saint-Germain-des-Prés, etc. Il va se réfugier chez la sœur de sa mère, la tante Antoinette, qui habite rue d'Alésia, donc tout à fait dans le sud de Paris, dans le 14e. Et là, il lui faut trouver du travail. Alors, il va d'abord être relieur pendant quelques semaines au Batignolles. C'est pas assez pour se payer des livres. Il est obligé d'aller fréquenter les bibliothèques publiques, notamment celles du 14e arrondissement. Et en mars 40, il est embauché comme manœuvre spécialisée à l'atelier de décolletage de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. Un contrat de 3 mois. Seulement, on va pas tarder à bombarder les usines et quelques semaines plus tard, le voilà de nouveau au chômage. Il est bientôt sur les routes de l'Exode, Georges Brassens, comme tout le monde en juin 40, bien entendu, avec son vieux copain sétois Louis Bestiou. Ils vont marcher jusqu'à la gare de Melun. Là, ils trouvent un train de marchandises. Eh bien, ils grimpent dans le train et au centre ferroviaire de La Roche-Migène, une locomotive qui tire des wagons de charbon prend la route de Sète. Georges Brassens va donc pouvoir rentrer au bercail, si je puis dire, plutôt qu'il ne l'avait prévu. Il va passer l'été dans sa ville natale. Alors là, que faire De toute façon, la guerre est finie de façon prématurée. Il écrit des poèmes, il se baigne, il fait des promenades à vélo autour de l'étang de Thau, loin du tumulte qui lui revient aux oreilles. Et en octobre 40, quand ça commence à aller vraiment mal, c'est de la pleine occupation maintenant, le voilà de retour à Paris, toujours chez la tante Antoinette. Il lit beaucoup, il utilise le piano de Tati, il publie un petit recueil de poèmes qui s'appelle « À l'avant-vol » et il dépose ses premières chansons à la SACEM. Il a bien l'intention d'en faire un métier, il a compris comment tout ça doit se passer. Dans son Brassens le mécréant de Dieu, Jean-Claude Lamy nous dit « Avec sa moustache, ses cheveux noirs qui ondulent, s'exprimant d'une voix douce, Georges Brassens a vraiment de l'allure dans son grand par-dessus noir. Il est même impressionnant, nous dit-il. » Mars 43, là c'est l'époque du STO, le service du travail obligatoire. Vous savez, le voilà parti en Allemagne, comme tant de jeunes Français de l'époque, à son corps défendant bien entendu. Il va travailler dans la banlieue de Berlin, dans le camp de Basdorf, à l'usine BMW, dit-on là-bas, et puis quelques mois plus tard, en mars 44, il reviendra à Paris pour une permission. Il en profite pour se cacher chez une amie de sa tante, Jeanne Le Boniec, une couturière. Retenez bien ce nom-là. Elle vit au numéro 9 de l'impasse Florimond, dans une petite maison. Il y a plein comme ça d'impasses, de petites maisons, d'anciens ateliers, tout ça dans ce 14e arrondissement, tellement charmant et dont on ne parle jamais. J'y ai vécu 7 ans, moi, et ce sont plein de souvenirs extraordinaires. Et donc, il va vivre là, chez Jeanne Le Boniec, avec son mari Marcel Planche. Confort rudimentaire, pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité, les toilettes en bas dans la cour, et puis les chiens, les chats errants de tout le quartier qui se retrouvent là, des cochons d'Inde, une pie apprivoisée, un corbeau, des serins, un perroquet, des poules, un coq, et puis bien sûr, la canne de Jeanne, dont Brassens fera la célèbre chanson. Le chanteur va quand même rester là pendant 22 ans. J'étais bien chez Jeanne, dit-il. On avait une espèce de vie de bohème, on vivait de peu, on était en marge des modes, en marge des grands événements. C'était quand même, je ne dirais pas une oasis, parce qu'on n'était pas si bien que ça. C'était une espèce d'îlot un peu déshérité, dans lequel j'avais pris l'habitude de vivre et où je me trouvais bien. Il est tellement heureux qu'il va dédier donc là une chanson à Jeanne Le Boniec et à Marcel Planche. C'est la chanson pour l'Auvergnat, bien entendu, un de ses titres les plus célèbres. Et durant cette période, Brassens se lie d'amitié avec des anarchistes. Il va collaborer au Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste, avec pour cible favorite la police, le clergé. Avec sa guitare, il se fait connaître. Il écrit des chansons qui n'intéressent pas grand monde, faut bien le dire. Il n'y a pas d'amour heureux d'Aragon, mise en musique dès cette époque par Georges Brassens. Il l'interprétera plus tard. Il écrit déjà Le Gorille d'ailleurs. Il publie à compte d'auteur un roman, La Lune écoute aux portes. Il plagie la célèbre couverture des éditions Gallimard en se disant que ça va peut-être l'aider un peu. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction non plus dans le public. La seule éclaircie à cette période de misère, c'est la rencontre avec celle qui va devenir sa future compagne. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez le parcours et la vie de Georges Brassens. C'est un petit peu compliqué là, hein. Il ne connaît pas beaucoup de succès, il a écrit de nombreuses chansons. La seule éclaircie dans cette vie un peu triste, c'est la rencontre de son amoureuse. C'est Pübchen, bien sûr, la petite poupée en allemand. C'est Joa Eman qu'il rencontre. C'est une jeune estonienne, enfin origine estonienne, la blonde chenille qu'il rencontre dans les couloirs du métro Plaisance. Ils n'auront pas une vie conjugale au sens classique du mot. Pensez à la chanson La non-demande en mariage. Les temps sont durs pour tous les deux et là, vraiment, Brassens comprend qu'il va falloir, dans cette immédiate après-guerre, oublier la littérature pour se consacrer à la chanson. Et grâce à un chansonnier libertaire, Jacques Grélot, Brassens va entrer dans un certain nombre de cabarets. Le Caveau de la République, l'Écluse, bien entendu, qui a joué un rôle tellement important à cette époque, et le Lapin Agile, etc., et Milor Larsouille. Il veut essayer d'attirer l'attention des gens et des interprètes, et pourquoi pas d'impresarios, mais c'est très difficile. Il est là, avec sa chemise à carreaux et sa guitare en bandoulière, tenaillé par le trac, et c'est Pierre Galante. Ça, c'est un peu inattendu. C'est le chef de la rubrique des mondanités à Paris Match, Pierre Galante, qui en 52 va le présenter à Victor Laville, qui lui-même lui décroche un rendez-vous chez Patachou. Alors là, attention, on arrive dans le showbiz, si je puis dire. Patachou est complètement emballé par la gaucherie d'adolescents à la carrure de costaud, nous dit Jean-Claude Delamy de Brassens. Elle va chanter elle-même La Brave Margot, Les Amoureux des bancs publics. Et puis, elle veut surtout que Brassens chante lui-même. Après tout, il a 30 ans là maintenant. Il va chanter La Mauvaise Réputation, il va chanter Le Gorille, bien entendu, même si la chanson est largement caviardée et censurée sur les antennes officielles. Patachou a découvert un poète, titre François, en mars de cette année 1952. Et c'est vrai qu'elle est tout simplement très amoureuse de lui. On n'a pas vécu ensemble très longtemps, racontera-t-elle, mais cela a été très intense. Il y avait les tournées en France, une 50aine de villes en province et quelques-unes en Belgique et en Suisse. On ne se quittait pas. Il s'arrêtait sur la route près des cimetières pour m'offrir des fleurs qu'il allait chipper sur les tombes. Il avait une imagination poétique extraordinaire. Il ne reculait devant rien. Il était totalement imprévisible et se foutait de tout et surtout de ce que pouvaient bien penser les gens. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est, je pense, le dernier de ses soucis. Et voilà que ce gamin, enfin ce jeune homme, qui n'avait jusqu'alors pas fait tellement parler de lui, va se retrouver à l'automne à l'affiche des Trois Baudets, qui est la salle de Jacques Canetti, où quand même Brel, De Vos, Boris Vian, entre autres, ont fait leur premier pas. Et puis en octobre 53, il est à Bobino. Il n'est pas à l'aise sur scène, Brassens. Il est un petit peu gauche, il transpire. Il n'en attire pas moins l'attention d'un certain nombre de journalistes, notamment René Fallet, le grand René Fallet, qui écrit dans Le Canard enchaîné. Il ressemble tout à la fois au défunt Staline, à Orson Welles, à un bûcheron calabrais, à un Visigoth et à une paire de moustaches, dit-il. Quel portrait. Ils deviendront très amis, bien entendu. Entre 52 et 54, on va voir Brassens enregistrer quelques 29 chansons quand même. Alors, je vous parlais de La Canne de Jeanne, bien sûr, J'ai rendez-vous avec vous et La Mauvaise Herbe, etc. Ça n'empêche pas de chanter aussi, de mettre en musique un certain nombre de grands textes d'autres poètes, de Hugo, de Paul Fort. Pensez au Petit Cheval, le petit cheval dans le mauvais temps, vous savez. Et en 54, il est devenu tellement reconnu qu'on lui décerne le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros, s'il vous plaît. Il va chanter dans une ancienne salle de cinéma qui a été reprise par un certain Bruno Cocatrix. On est là juste au moment de la naissance d'Europe 1, quelques semaines avant. C'est l'Olympia, bien entendu. Et à partir de là, il effectue une tournée dans une 60aine de villes françaises. Quand vous pensez que cette nouvelle star, si j'ose dire, n'était absolument personne quelques mois plus tôt seulement. On parle beaucoup aujourd'hui de la télé-réalité, des personnes qui deviennent vedettes en 3 temps, 3 mouvements. À l'époque aussi, ça a toujours existé. Ouais. Ça a toujours existé. On l'oublie volontiers aujourd'hui, nous dit Bertrand Dical, mais dans toute l'histoire de la chanson française, la carrière de Georges Brassens est peut-être celle qui aura été la plus foudroyante. Pendant des années, il a connu la plus noire pauvreté en rêvant que ses chansons lui permettraient un jour de vivre, et en quelques semaines, il devient un professionnel bien armé, puis, en quelques mois, un des noms les plus prometteurs de la chanson française. Bonjour Jean-Claude Lamy. Bonjour. Nous avons seulement fait quelques pas dans la vie aux côtés de Georges Brassens. Maintenant, c'est sa carrière qu'avec vous, nous allons essayer de revivre. Et ce sera un plaisir parce qu'on va en profiter pour réécouter quelques titres, bien entendu.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Georges Brassens sur Europe 1 pour cette émission consacrée aux poètes aujourd'hui. Franck Ferrand, vous recevez Jean-Claude Lamy, il est journaliste et auteur de Chez Brassens, Légende d'un poète éternel avec Philippe Laurin, paru aux éditions du Rocher. C'est une émission qui fait beaucoup réagir les auditeurs sur les réseaux sociaux. Nombreux messages, je suis ravi, les gens le sont apparemment aussi. J'avais 6 ou 7 ans, raconte Jacqueline, quand j'ai entendu pour la première fois Brassens avec le parapluie. Je suis certaine que c'est là que j'ai contracté le virus du mot et de la littérature. Il m'a sauvé, dit-elle, d'une vie d'une tristesse infinie. Je reste émerveillé à chaque écoute. Toujours et encore. Et Anne-Marie, que je salue, nous dit « Dans un lycée de Grenoble en 58, j'ai été puni car je chantais du Brassens. Rien de plus intelligent dans ton répertoire ?» lui a-t-on demandé, bien sûr. Et Anna nous dit « J'écoute toujours autant, avec le même amour, le même immense respect, ce monsieur Brassens. Le regret seulement de n'avoir pu le rencontrer ni le voir en concert. » Alors ça, c'est pas votre cas, Jean-Claude Lamy. Vous l'avez bien sûr entendu en concert et bien sûr rencontré un certain nombre de fois. J'ai eu la chance, effectivement, de le rencontrer au début des années 60. D'une part, en allant chez Pierre Macorlan à Seine-et-Marne, à Saint-Cyr-sur-Morin. Pierre Macorlan, l'auteur du Quai des Brumes, et qui écrivait lui-même de magnifiques chansons, qui était membre de l'Académie Goncourt. Et il avait une grande admiration pour Brassens, et cette admiration était partagée. Et lorsque je rendais visite à Macorlan, il m'arrivait parfois de... C'est bien ça de commencer une phrase en disant « Lorsque je rendais visite à Macorlan », c'est pas mal. Il m'arrivait parfois de tomber sur Brassens et sur Jacques Brel aussi, qui était là. Parce que Jacques Canetti, fondateur des Trois Baudets, avait une propriété à proximité de Saint-Cyr-sur-Morin. Donc la chanson française se rencontrait là-bas. Et un jour, il vous pose la question, il vous dit « Est-ce que tu as lu la Bible ?» Effectivement, mais là c'est dans d'autres circonstances. C'est mon ami Louis Nucera, qui était l'attaché de presse de Brassens, qui est devenu écrivain par la suite, qui un jour me dit je vais recevoir Brassens sur un bateau à Cannes. Ce bateau, nous l'avons rebaptisé la Jeanne, un hommage à Jeanne Le Boniec, évidemment. Si tu veux rencontrer Brassens en tête-à-tête pendant au moins 2 heures, viens nous rejoindre. Et je suis allé sur ce bateau, et là je suis tombé sur un personnage extraordinaire, un autodidacte d'une immense culture, qui connaissait la littérature, la poésie. Et qui aurait voulu devenir lui-même écrivain, d'ailleurs. Oui, bien sûr, il voulait devenir écrivain, et effectivement, quand nous avons commencé à parler, il m'a dit... Est-ce que vous avez lu la Bible, les évangiles ? J'ai été stupéfait parce que de la part de ce mécréant, c'était inattendu. Et je lui ai dit non, j'ai pas vraiment lu encore les évangiles. Eh bien, vous devriez les lire parce que vous trouverez des histoires extraordinaires. Et j'ai pour Jésus une grande passion. Alors, de la part de quelqu'un d'anticlérical, mais... Brassens était un être de paradoxe, anticlérical, mais ses meilleurs amis étaient souvent des curés, notamment le père Robert Barrès. Anticlérical par son père, pieux par sa mère, d'une certaine façon. Voilà, comme on disait, il était anti-flic, mais un de ses meilleurs amis, c'était un Sétois, Honoré Gévaudan, qui était directeur adjoint de la police judiciaire. Je veux dire... Connaître Brassens, c'était une grande chance, et découvrir un personnage unique dont le regard lumineux, plein de bonté et de générosité vous fascinait. Est-ce qu'il évoquait ces années de jeunesse, justement, la période où il avait dû manger de la vache enragée ? Avec moi, non. On n'a pas parlé de cette période. Je sais qu'il en parlait avec René Fallet, avec d'autres amis comme Lino Ventura, par exemple, qui le rejoignait très souvent dans sa résidence parisienne, quand il avait quitté l'impasse Florimont. Parce qu'il a fini par quitter l'impasse Florimont. Oui, quand même, au bout de 22 ans, à la fin des années 60, en fait. Parce qu'il a été remplacé par un autre Georges, qui avait une moustache, mais qui ne jouait pas de la guitare. Et ce Georges-là a épousé Jeanne Le Boniec. Alors, bien sûr. Alors, avant de revenir sur la grande carrière de Brassens, un mot peut-être de cette histoire de vol de bijoux qui a joué un rôle important dans sa jeunesse. Et nous dit un tweet, cette histoire de vol de bijoux est évoquée dans la chanson Les 4 Bacheliers, d'ailleurs, c'est vrai. Oui, Les 4 Bacheliers, c'est l'histoire de ce vol de bijoux qui a été bénéfique pour Brassens. Finalement, Parce qu'en quittant Sète et montant à Paris, il a découvert sa véritable voie.
mais sa mère était traumatisée. On l'a montré du doigt dans la ville de Sète où les rumeurs circulaient. Elles ont circulé longtemps, puisque encore aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de cette affaire et qui considèrent Brassens comme un éternel voyou. Oui. Mais la chanson a pris le dessus. Pas fréquentable, mauvaise réputation. On pourrait se poser la question de savoir quelle a été l'influence du STO également sur sa carrière. Est-ce que ça n'est pas à cette époque où il est prisonnier en Allemagne qu'il essaie en quelque sorte son talent sur un auditoire tout trouvé, évidemment, oui. Hein. Parce que quand il s'est retrouvé à Basdorf, dans la banlieue de Berlin, dans un camp où il avait d'autres garçons de son âge qui étaient présents dans ce bâtiment, et durant la nuit, Brassens écrivait des textes de chansons, et il a trouvé un auditoire tout de suite, notamment un de ses amis qu'il s'est fait immédiatement, qui s'appelle René Isquin, qui a chanté une des premières chansons de Brassens qui s'appelle Maman Papa, qui est un hommage à ses parents, une chanson pleine de tendresse. Et il a rencontré également là-bas Pierre Antoniante, qui deviendra son secrétaire, Pierre Antoniante qu'on a appelé Gibraltar, c'est ça. et qui était inspecteur des impôts. Et c'est lui qui s'est chargé par la suite de... Ça, c'est un compagnon de captivité, en fait. Un compagnon de captivité qui, comme Brassens, travaillait dans une usine. Et là, ils se sont... connus vraiment et ils se sont retrouvés. Il a rencontré également un journaliste qui écrira la première biographie de Brassens, qui s'appelle Brassens ou la mauvaise herbe, qui était journaliste à France Soir et qui deviendra rédacteur en chef de France Dimanche et qui écrira un article sur le premier roman de Brassens. C'est le seul article qui n'est jamais paru sur cet ouvrage-là. Oui. Alors, on comprend que des fidélités se soient nouées comme ça pendant la guerre. C'est bien après-guerre que la carrière de Brassens va éclore très vite, grâce à un coup de baguette magique d'une bonne fée qui s'appelle Patachou. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs. À l'époque, ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon, avant qu'on les enferme dans des micro-sillons. Ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie, quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la Légion d'honneur qui l'eût cru. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore, la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Les amis de Georges, par Georges Moustaki, pour évoquer Georges Brassens. Aujourd'hui, jusqu'à 15h, nous sommes au cœur de l'histoire du poète. Avec votre invité, Franck, vous recevez Jean-Claude Lamy. Il est journaliste et auteur de Brassens, le mécréant de Dieu, paru chez Albin Michel. Timides et paillards et tendres avec les filles, dit Georges Moustaki, qui d'ailleurs avait pris ce prénom par hommage. Oui, Georges Moustaki s'appelait en réalité Joseph Moustaki et il a choisi ce prénom en hommage à Brassens. Et la sœur de Moustaki avait épousé Jean-Pierre Ronet, un poète qui a été l'éditeur de La Tour des Miracles, un roman de Georges Brassens.
Quels étaient les rapports de Georges Brassens avec les autres chanteurs, et notamment avec la jeune génération qui poussait, si je puis dire déjà? Oui, il a beaucoup servi de tremplin à la jeune génération, parce que quand il passait à Bobino, c'était son musical préféré, parce qu'il était dans le 14e arrondissement. Il n'avait pas une longue route à faire pour aller jusque sur cette scène, et il demandait instamment que de jeunes poètes, de jeunes chanteurs fassent la première partie de son spectacle, comme par exemple Bernard Dimet. Il y en a eu beaucoup, je veux dire Yves Simon aussi, je crois. Bien sûr, oui, on va dire. Qui est devenu un écrivain. Il y a Maxime Le Forestier qui continue à chanter du Brassens. Il y avait une sorte comme ça de fraternité très forte entre tous ces amis. C'est les copains d'abord, tout simplement. Absolument. Les copains d'abord, c'est la chanson emblématique. Oui. 1964. 1964, c'est une chanson. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Une chanson qui était une chanson qui lui avait été commandée par Yves Robert, le cinéaste, pour son film Les Copains, adapté du roman de Jules Romain. Et Brassens avait connu Yves Robert chez Canetti, aux Trois Baudets. Et un jour, il s'est présenté donc chez Brassens dans sa propriété des Yvelines à Crépierre, et il lui a demandé cette chanson. Et devant Yves Robert et l'épouse d'Yves Robert, qui était Danielle Delorme, l'actrice Danielle Delorme, qui avait été autrefois mariée avec Daniel Gélin, eh bien, il a commencé à écrire les paroles et la musique de cette chanson. Et il a demandé à Yves Robert, j'aimerais bien conserver les droits de cette chanson. Et Yves Robert lui a dit, évidemment, parce que ta chanson, elle sera certainement beaucoup plus célèbre que mon film. Ce qui était vrai, somme toute, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, puisqu'aujourd'hui, la chanson, on l'entend très souvent, et quand il y a une réunion de famille, des copains qui se réunissent, etc., comme dans les films de Claude Sautet, c'est les copains d'abord que l'on entend aussitôt. On peut vraiment parler de chansons à texte, en vérité, à tel point d'ailleurs que Brassens, de son vivant, est devenu un classique, et qu'on a proposé un certain nombre de textes de ses chansons comme épreuve au baccalauréat. Voilà comment il réagissait lorsqu'on lui annonçait cela. C'était bien entendu sur l'antenne d'Europe 1 en 1973. Quand j'ai commencé à écrire mes chansons, je ne pensais pas qu'un jour viendrait où on essaierait d'enquiquiner les jeunes avec. Seulement, je serais absolument incapable de répondre, moi, à cette question, de faire un devoir qui tienne debout là-dessus. J'aurais une très mauvaise note. Vous êtes tout de même flatté, enfin, de ce choix. Oh, flatté, je sais pas, je crois pas tellement. Vous savez, je suis déjà quand même assez gâté. J'écris des chansons et il y a des gens qui me font le plaisir de les aimer. Ça me suffit, ça me comble. Franchement, ça n'apporte pas grand-chose, oui. Je suis très content, je vous le répète, qu'on aime mes chansons, mais pour le reste... Je suis assez opposé à ça. J'estime qu'un type qui crée quelque chose n'a pas d'explication à donner. Ça me fait même assez de peine, finalement, qu'on oblige des jeunes à faire des pinceaux sur des choses qui sont faites dans la joie et pour le plaisir, même si cette chanson n'est pas tellement gaie, bien sûr, mais c'est une chanson qui est faite pour me donner du plaisir et pour en donner aux autres. Alors, mes chansons sont faites pour donner du plaisir, pas pour autre chose. Les chansons sont faites pour donner du plaisir, pas pour autre chose. Une très grande humilité qui n'était pas feinte chez Georges Brassens. Il faut le souligner, ça, bien entendu, Jean-Claude Lamy. Oui, il était humble devant la grande poésie. Il se considérait lui-même plutôt comme un chansonnier que comme un poète, ce qui était un tort, puisque c'est un grand poète. Ses chansons ciselées sont des textes magnifiques qu'on retrouve réunis d'ailleurs dans un livre qui a paru récemment dans la collection Bouquins, ce qui est assez étonnant. À propos de livres, je feuillette tout en parlant le très bel album que vous avez consacré à Brassens avec Philippe Laurin, illustrateur et aquarelliste que nous avons l'habitude de citer pour son talent dans cette émission. On y voit notamment un très beau paysage de Bretagne, c'est la Crépierre, c'est la résidence de Brassens. Il est allé, il avait une résidence dans les Yvelines à Crépierre, et ensuite il a quitté cette résidence parce qu'elle était installée près d'un camp militaire. Ah, d'accord. Et qui s'est agrandi, et Brassens, l'antimilitariste, a quitté l'endroit pour se réfugier en Bretagne, à Lézardrieux, près de Paimpol, dans les Côtes d'Armor. C'était aussi le pays de Jeanne.
Et c'était pas du tout son pays à lui. C'était pas son pays à lui, mais il était heureux au bord de la mer, qui n'était pas la Méditerranée évidemment, une autre mer, mais tout de suite il a été emballé. Et avec Joa Pupchen, quand ils ont découvert une maison, ils l'ont aussitôt choisi pour y vivre pendant de longs mois durant les vacances. Mais son pays à lui, à l'origine, c'était les étangs du Languedoc, bien entendu, et c'était Sète, cette ville de Sète, où il a fait les 400 coups. C'est la ville de Sète, la ville où il est né, la ville de son enfance. La ville où il est enterré, du reste. La ville où il est enterré, où il y a l'espace Brassens, qui a été inauguré au début des années 90, où on peut parcourir la carrière de Brassens dans cet endroit assez étonnant, qui est mieux qu'un musée. C'est très vivant et on retrouve Brassens en permanence. On va y aller dans un instant. Il n'est pas mort à Sète, d'ailleurs. Il faut dire qu'il est mort chez son médecin, à Saint-Gély-du-Fesque. Il est mort dans l'Hérault. Oui, il est mort dans l'Hérault, à Saint-Gély-du-Fesque, chez son médecin Maurice Bousquet, qui était un chirurgien. Pas loin de Montpellier, en fait. Pas loin de Montpellier. Il s'est réfugié dans cette famille pendant quelques mois, et là, il est parti le 29 octobre 1981, dans la nuit, vers 11h du soir. Le jour de la mort de Brassens, nous raconte Tonio via Twitter, j'avais 9 ans, j'ai appris la nouvelle à la radio dans la 504 avec mon père au volant. Nous étions en vacances en famille sur les routes du Périgord. Il pleuvait à verse. Je me souviens de cet instant comme si c'était hier. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour cette émission consacrée à Georges Brassens aujourd'hui, il est temps d'aller découvrir ou redécouvrir la ville qui l'a vu naître. Nous allons donc dans l'Hérault, à Sète. Et oui, ce toit tranquille où marchent les colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes, vous savez, les premiers vers merveilleux de ce roi des poèmes, qui est Cimetière marin de Paul Valéry. On voit bien sûr la tombe de Paul Valéry dans ce cimetière marin de Sète, qui n'est pas celui où est enterré Georges Brassens. Il est dans un cimetière plus populaire, si je puis dire. On voit aussi la tombe de Jean Vilar, et on peut se promener dans ces allées qui racontent un peu l'histoire locale, avec des trésors d'architecture. Vous avez une tombe en marbre de Carrare, vous avez des chapelles assez étonnantes, la fameuse chapelle des Pleureuses notamment, etc. Il faut aussi, si vous allez à Sète, effectuer une promenade en bas. Alors, puisqu'on parlait puisqu'on parlait de Paul Valéry, il y a le musée Paul Valéry aussi, avec près de 300 documents, des manuscrits, des ouvrages, des dessins, des pastels, des aquarelles, etc. du poète et écrivain qui est mort en 1945, Paul Valéry. Et Brassens l'a connu puisque Paul Valéry est venu présider une remise de prix au collège qui porte son nom. Et Brassens a eu un prix puisqu'il avait le prix de récitation. Et là-haut, au cimetière marin où Paul Valéry est enterré avec sa fille, on a une vue magnifique. C'est le Mont Saint-Clair. Le Mont Saint-Clair, on magnifique. A une vue magnifique sur Sète. C'est Sète, la ville, les canaux, de Thau, etc. La lagune de Thau sublime. Oui. Et au Mont Saint-Clair habite aussi Pierre Soulages, le grand peintre. Pierre Soulages est installé là-bas. Il y a une lumière très particulière à Sète. Il y a quelque chose c'est assez difficile à exprimer, mais c'est une ville d'eau à tous les sens du terme, et l'eau est un peu dans l'air aussi. C'est assez étrange. On pourrait comme ça parler beaucoup de Sète. Il faut dire que toute l'année, on célèbre Georges Brassens à l'espace Georges Brassens, bien entendu, et même au restaurant Les Amis de Georges, qui se trouve rue Maurice Clavel, avec un spectacle tous les jours et des chansons de Brassens, etc. On vit avec Brassens à Sète. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain en direct à 14h au cœur de l'histoire. Et demain, la semaine commence avec une émission passionnante puisque nous irons au cœur de l'histoire du Saint-Suaire et nous allons suivre ses traces au cœur d'une famille de Champagne.